Votre programme est proposé par Callaway Golf. Salut à tous, bienvenue dans notre fan zone spéciale British Open, le 4e majeur de la saison. On est ravis de vous retrouver pour parler de ce majeur. Et avec moi pour animer cette émission, évidemment, l'homme de tous les majeurs, Sébastien Audou. Salut Seb, The Bible qu'on surnomme. Salut. Parce qu'il sait tout sur le golf. Comment ça va ? Bah, ça va bien, dernier majeur de la saison. Moi, je m'en On est un remets peu pas. triste quand même. Hein. Ah bah, je suis doublement triste. Bon, déjà, la France a perdu. Et puis, en plus, je me remets pas du fait qu'on n'a pas de PG en août, surtout. Donc, maintenant, c'est la fin de l'éternel débat. C'est la fin de la saison des majeurs mi-juillet. Pour moi, c'est absolument terrible. Après, il nous reste que les playoffs de la FedEx Cup. On n'est même pas une année de Ryder Cup. Toi, tu as lu la conf de Rory McIlroy. On va déprimer pendant des mois jusqu'à la prochaine saison. Voilà. Et vous avez entendu sa voix, Benjamin Cadieux-là, l'autre homme de tous les majeurs. L'autre homme des majeurs, ouais, parce que c'est intéressant ce qu'il dit, Sabodou, parce que Rory McIlroy l'a dit en conf au British Open. Il trouve que la saison des majeurs est devenue trop courte. Et Benjamin, on le répète quand même dans ce podcast depuis des années, des mois, avec Sébastien, on milite pour le retour de l'USPGA au mois d'août. En août. Et le Players au mois de mai. Voilà, bref, ça c'est un autre sujet. Messieurs, évidemment... Sinon, je vais bien. De quoi ? Oui, tu vas bien ? Sinon, je vais bien. Ça la va. France, t'as pas trop déprimé ? Moi, je veux voir des beaux matchs, mais justement, je reste sur ma faim. Je préfère que la France perde avec des beaux matchs. Je me fiche de qui gagne, mais je veux voir des beaux matchs. Peut-être Kevin. Bon, tu veux une bonne nouvelle, Benjamin ? Alors, on vous fait gagner pendant ces 3 fan zones spéciales British Open qui auront lieu évidemment aujourd'hui, vendredi et puis lundi. Ce fameux wedge, sandwich de Antoine Rosner. Regardez les stampés Antoine Rosner. Évidemment, c'est un sandwich Callaway Opus. Très bon wedge. Opus SP. Ouais, super touché. Moi, c'est un de mes wedges favoris. Et c'est pas tout, Benjamin. Parce qu'un bonheur n'arrive jamais seul. On vous fait gagner aussi des balles. Regardez ces balles. Chrome Tour, Major Series. Voilà, des superbes balles. Des balles à perdre ou à garder, évidemment. Ouais, moi, je tiens bien 3 trous avec ça. Avec des mouettes. Avec des mouettes et des frites avec le fish and chips, oui, dessus. Ouais. Alors, si vous comprenez bien, il faut scanner le QR code qui apparaît et toutes les modalités du jeu concours vont apparaître sur votre écran comme par magie. Alors, n'hésitez pas à participer pour gagner ces 2 superbes lots. Arnaud Thios m'a interdit de jouer au jeu de la semaine dernière, la fan zone Evian, où il y avait le Tour Bag Callaway à gagner. Magnifique, splendide. J'étais fort contrit. Et là, visiblement, c'est les mêmes règles. Les employés du groupe Amaury n'ont pas le droit de jouer au concours. Je trouve ça dégueulasse. Bref. On mettra une réclamation si tu veux, Benjamin. Bon alors, messieurs, évidemment, on va dire que l'US Open, c'est plutôt le rough et les hauts scores. Là, le British Open, ce qu'on va attendre, c'est la météo. Une météo dantesque, une météo... c'est ça qui fait le piment. Raté, là, c'est un peu raté cette fois-ci, mais c'est un peu ça qui fait aussi le piment et le sel de ce British Open, c'est de voir les joueurs galérer dans la tempête. Alors oui, moi je trouve que ce qui se prépare là, ça fait aussi partie du charme, même si effectivement, connaissant le temps britannique, ça arrive plus rarement, mais on est toujours content. Je pense qu'on a tous des souvenirs émus du Royal Liverpool 2006, Tiger Woods qui avait dominé sur un Royal Liverpool complètement cramé. C'est vrai que là où il joue que 2 drivers dans la semaine. Et encore. Peut-être même entre 0 et 2, mais pour moi, il avait tapé 2 drives. Une démonstration stratégique devant Chris Di Marco et Sergio Garcia, c'était absolument magnifique à voir. Et moi, je suis assez impatient de voir ça. Moi, il se trouve que Royal Birkdale, c'était mon premier Open britannique en 2008 et pour le coup, les conditions étaient. 2017. C'est pas vrai. 2017, ah oui, mais 2017, beaucoup plus tard, 11 ans après. Ouais. Et 2008, les conditions étaient dantesques. Et donc, il avait victoire d'Harrington, score de plus 3. Ouais, avec Norman qui avait animé toute la semaine. Regardez, on a des images. Alors, c'est pas des images du British Open en 2008, c'est des images qu'on a eues lors d'une journée sponsor. On est face à quelle mer à Liverpool ? Parce que c'est pas la mer du Nord là-haut. Je crois pas que ce soit la mer du Nord, mais en tout cas, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est qu'on est face à la mer et qu'on prend des paquets de flotte pleine tronche. Quand il pleut, évidemment. Quand il pleut, ce qui ne sera pas le cas cette semaine, puisque ça va être un terrain très sec et du soleil, comme ça arrive d'ailleurs de tous les 2 ou 3 British Open. Mais je me souviens qu'en 2017, le 2e tour, on s'était pris des torrents d'eau toute la journée. Et puis le parcours est déjà impressionnant. Birkdale depuis les T-Box, pour moi, c'est celui qui fait le plus peur depuis le départ. De British Open. J'ai vu quasiment toute la rotation du British Open. Et c'est le parcours qui m'a fait le plus peur, avec ces murs d'herbe souvent devant la balle. Je sais pas si ça t'a fait ça. Juste pour aller trouver pour aller au run-out. Visuellement en tout cas, parce qu'il fait peur. Parce qu'au final, c'est un parcours qui fait 6600 mètres. Seb, on est d'accord,
6600 mètres. Il y a beaucoup plus long dans la rotation de British Open. Il y a beaucoup plus long dans les US Open aussi. Là, c'est encore le niveau du dessus. Mais il vient d'être rallongé de 66 mètres et on est à peine à 6600 mètres. Ouais, et d'autant que ça veut rien dire. Enfin, pour le coup, ça voudra encore moins dire de choses cette semaine puisque ça va rouler énormément et que là, on voit, je crois que Ram parlait de faire 6 à 250 mètres cette semaine avec la roule. Donc, on est sur des trucs complètement délirants. C'est-à-dire qu'on va pas voir de joueurs sortir le driver ou alors ça va être un choix ultra offensif pour certains joueurs qui peuvent le faire. Honnêtement, vu la configuration du parcours, ce qu'expliquait très justement Benjamin, je vois pas beaucoup de drivers pouvoir être joués parce qu'il y a quand même beaucoup de dangers un peu partout. Il y aura sans doute pas besoin, mais ce qui va être vraiment passionnant, c'est que je trouve que ça remet en jeu la plupart des joueurs du champ. Il va falloir être très stratégique. Il va falloir faire rouler la balle sur beaucoup de greens. Enfin, finalement, c'est moins aléatoire qu'un British Open où il y a des déjà, il n'y aura pas le côté draw qui joue parfois un rôle assez particulier, effectivement. Ouais, parce qu'il faut quand même le rappeler, c'est que les joueurs jouent, c'est-à-dire que du départ du 1, c'est-à-dire que vous n'avez pas 2 vagues de départ, mais donc la liste de départ est particulièrement allongée. Ce qui donne des journées interminables. On a tous fait le premier départ du British Open, c'est à partir de 6h40. 6h40 et ça part jusqu'à 16h quasiment. Ça se finit souvent vers 22h. Voilà, ce qui fait que de 6h à 16h, je ne suis pas très bon en maths, mais ça fait quand même 10 heures de décalage. Et quand vous êtes face à la mer comme ça et que vous prenez des paquets d'eau, c'est-à-dire que vous avez parfois 2 saisons en une sur une seule journée. Donc vous avez des joueurs qui peuvent jouer avec un temps magnifique le matin et avec la drache l'après-midi pour les autres. Ce qui peut rendre le parcours le tournoi un petit peu aléatoire. Avec des trucs surréalistes. Moi, je crois que me souvenir que c'était Jean-Baptiste Gonnet qui jouait première partie en 2008, donc sous des trompes d'eau. Donc il arrive, il y a du monde parce que tout le monde veut savoir quelles étaient les conditions. Donc lui, il a beaucoup de monde, quelque part plus que ce qu'il aurait eu dans des conditions normales parce que toute la presse voulait savoir alors. Les conditions sont dantesques. Et par contre, je me souviens, je crois que c'est le même jour, Grégory Bourdi qui finit la journée. Mes souvenirs sont peut-être un peu flous, mais bon, il me semble que c'était lui, fin de journée. Il finit à 22h et là, il n'y a personne. Et là, c'est limite, il y a à peine les lumières encore allumées. Il arrive en zone d'interview et ces gens, il est surpris de voir encore des gens qui sont là. Ça aussi, c'est un peu ce charme du British. Ces journées interminables. Aux dernières lueurs du jour. Ces fameux draws qui ont sûrement coûté un British Open au golf français. L'année 2000, c'est 2003, Thomas Levé, son playoff 2002 ou 2003, je me gourre. Voilà. 2002 Muirfield en playoff contre Ernie Els. Et c'était le 3e jour. Justin Leonard aussi, non, dans le playoff, il me semble. Ouais, et Thomas Levé aussi, non ? Voilà, Thomas Levé avait le samedi une journée où il y a eu un switch de météo. Il a été le seul joueur du top 10 final à avoir joué sous la tempête et sous la pluie. D'ailleurs, Tiger Woods avait joué 81 à ce moment-là. Et seul Thomas Levé avait réussi à ramener quelque chose comme un 71 ou un 72, mais qui valait un 64. Même un 62 selon Thomas Levé. Ouais, alors, sur l'écoute. Il faut traduire toujours un petit peu. Tiger a eu pas mal de malchance. D'ailleurs, on parle de cette édition 2002, mais dans mon souvenir, 97, c'est déjà le cas. Il se retrouve du mauvais côté du drone. En 97, ça doit être Troun, Justin Leonard, non ? Sans doute. Et donc voilà, il a eu pas mal de fois où il s'est retrouvé du mauvais côté du draw. Tiger Woods, ça lui a peut-être coûté quelques British également. Est-ce que ça veut dire British Open sous le soleil ? Est-ce que ça veut dire score très bas au bout de 4 jours ? Est-ce que ça veut dire boucherie au bout de 4 jours? On rappelle, Spieth avait gagné en moins 12 en 2017. Je sais pas. C'est assez on voit que les scores sont assez standards à travers les âges sur ce parcours. Il y a beaucoup de vainqueurs à moins 9 d'ailleurs. Spieth, le moins 12, il est absolument miraculeux. On pourrait y passer des heures. Harrington, plus 3 en 2008, mais la météo n'a pas été très bonne. Non, elle était horrible. Moi, je sais pas si les conditions vont vraiment permettre de scorer si bas que ça, parce que le redesign quand même, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, d'insister un peu là-dessus, mais voilà, ça ajoute quand même quelques difficultés, notamment sur certains greens. Le parcours va vraiment être très ferme, ça va être très compliqué de juger les rebonds, de juger la roule de la balle. Encore une fois, c'est pour ça que pour moi 2006, ça reste un monument dans l'histoire des majeurs, c'est que la maîtrise stratégique de Tiger Woods cette année-là, elle est époustouflante.
là, il va falloir ce niveau-là pour espérer s'en sortir. Donc moi, je suis pas du tout certain que ce soit une partie de plaisir. Enfin, si, je pense que atteindre un moins 20 comme Atroun. Peut-être pas, mais le problème, c'est que j'ai vu un peu les hauts refs. Alors, c'est sûr, c'est impressionnant qu'on a toujours les reporters qui font ça, qui dropent des balles dans le grand ref. On l'a fait aussi. Hein. Oui, oui. Non, c'est toujours très rigolo et ça fait des belles vidéos pour Instagram. Mais on voit que le haut ref à Birkdale a quand même souffert de la chaleur. On sent que c'est crispy. On sent que la canne va quand même pouvoir passer. Ça va pas être des grands refs tout verts et remplis d'eau, comme ça peut être le cas quand la météo est mauvaise. Là, ça fait quand même quelques jours, voire quelques semaines, que même au nord de l'Angleterre, il fait chaud et sec. Et je pense que ça va être assez propice. C'est juste que, comme l'a très bien dit Seb Audou, il va falloir être très stratégique depuis le départ et éviter les pot bunkers. Les pot bunkers, c'est quoi? C'est des bunkers très petits, très profonds. Si vous allez dedans, au mieux, vous jouez sur le côté ou même en arrière, ou même pas du tout. Ouais. Donc, soit vous faites le malin et ça peut vraiment mal se finir. Faut juste éviter les pot bunkers. Allez, messieurs, je vous propose justement de parler de ce parcours, Benjamin, avec une de tes connaissances que tu avais croisées notamment aussi à Liverpool. Oui, parce qu'il est membre là-bas. Oui, parce qu'il est membre là-bas. Il s'appelle Mike Thelwall, est-ce que je l'ai bien dit? Mike Thelwall-Jones. Il va nous parler justement de ce parcours remodelé un peu de Birkdale. Bonjour Mike. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend parfaitement. Est-ce que vous pouvez juste Excellent. mettre peut-être votre téléphone à l'horizontale, s'il vous plaît? Je pense qu'on peut le tutoyer, il est plus jeune que nous. Pas donné. Ok, c'est bon? Super. Mike, c'est très simple cette question. Est-ce que vous avez eu la chance de jouer déjà le parcours de Birkdale, du Royal Birkdale, avec évidemment cette nouvelle configuration, ces nouveaux trous? Pas encore. Je vais pouvoir le jouer le 2 août avec des copains, mais j'ai beaucoup vu la presse et les gens qui ont déjà joué, des potes, des membres et tout. Je connais pas mal de monde là-bas. Donc, c'est forcément des changements qui vont être intéressants pour les joueurs cette semaine, mais aussi qui ont changé un peu l'esprit du parcours, je trouve. Même si j'ai pas eu l'occasion de jouer pour le moment, mais l'impression que j'ai est que les changements sont vraiment entre guillemets intéressants. Et c'est intéressant de voir les commentaires des joueurs qui ont joué en 2017 et qui jouent cette année aussi, comme Scotty Scheffler, c'était hier, je pense, et Bryson aussi, qui a des commentaires intéressants à partager dans les entretiens qu'ils ont fait. Ouais, notamment ce nouveau par 3, ce trou numéro 15 qui n'était pas du tout, qui a été redessiné de toutes pièces finalement. C'est exactement ça, le fait de. Je pense que l'intention, ils ont fait un peu la même chose avec Hoylake pour l'Open en 2023. Ils ont supprimé, entre guillemets, le par 3 qui était le 13, voire le 15 pour les joueurs. Et ils ont refait un nouveau par 3 qui était assez polémique à l'époque, mais qui était un vrai test pour les joueurs en tournoi. Ils ont fait un peu la même chose avec Birkdale. Avec le nouveau par 3 le 15 pour essayer d'avoir un par 3 plutôt vers la fin de la partie. Et c'est pas du tout ce que c'était. C'est très différent, je dis pas ça méchamment, mais c'est une chose différente pour les joueurs à affronter dès demain. Alors ça, c'est des demandes qui sont faites pour l'Open ou alors c'est des demandes qui sont faites en consultation avec les membres et pour améliorer le parcours? C'est quoi la démarche quand on change un parcours comme ça? Bonne question. Je peux pas parler de Birkdale, mais pour Hoylake, c'était en consultation avec le club, avec le R&A, pour voir comment on pourrait essayer d'améliorer un peu la logistique dans le parcours et aussi d'avoir vraiment le meilleur test possible pour les joueurs. Benjamin? Non, Mike, je voulais que tu nous parles particulièrement du parcours de cette semaine et de ce côté stratégique. Il n'est pas très long, on le disait il y a quelques instants avant de t'avoir, 6600 mètres depuis le tee. Il est beaucoup moins impressionnant que Carnoustie, par exemple, dans la rotation British Open.
Toi, tu connais très bien le parcours voisin. Tu es membre à Hoylake, le parcours de Liverpool, mais c'est vraiment deux parcours voisins. Mais en exagérant un peu, complètement différents. En quoi Liverpool est complètement différent de Birkdale, ce petit Birkdale, on va dire. Je pense pas que ce soit aussi, enfin, c'est pas qu'ils sont vraiment différents. C'est tous les deux des parcours très tactiques à jouer. Ce sera sûrement, et surtout avec les conditions de jeu qu'on a vues cette semaine pour à Birkdale, avec la fermeté de l'herbe. Ça va être très intéressant de voir les tactiques des joueurs par rapport au départ du tee, parce que il y aura des parties demain matin des trois joueurs. Il y a quelqu'un qui prend peut-être un driver, quelqu'un qui va faire 3, quelqu'un qui prend rescue. Tu peux jouer le parcours de manière vraiment Il y a différente beaucoup selon votre d'options depuis le mentalité, votre départ, hein. stratégie. On l'a dit, je crois Oui, que même John Ram peut exactement. même taper des fer 6 depuis le départ, tellement les Oui, fairways sont roulants. Et il y a Rory c'est McIlroy ça. qui pourrait se laisser tenter par utiliser son arme favorite, le driver, pour passer tous ces bunkers. Mais c'est hyper dangereux, hein. On le rappelle, hein, Mike, les pots bunkers à Birkdale, c'est dramatique si vous êtes dedans, c'est ça? C'est exactement ça. Le fait que c'est vraiment et ce qu'ils ont fait avec le nouveau, ils ont la remodélation du trou numéro 5. Ils ont essayé de faire ce qu'on appelle un risk reward avec le fait que c'est 300 mètres peut-être, mais si tu veux aller essayer de prendre le green 1, c'est vraiment dangereux à côté. Donc, ce sera vraiment intéressant de voir demain si combien de joueurs essayent de l'attraper et des joueurs qui sont un peu plus sages. Mais Ouais, c'est sûrement ouais. comme tous les links, il faut éviter les bunkers, Ben. Voilà, il y a plusieurs plans. C'est pas juste aller du point A au point B et puis au point C comme aux États-Unis. Exactement. Si on va dans les clichés, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la météo, Mike? On l'a dit au début d'émission avec JP et Seb Audou. C'est très sec, il va faire très beau. Le vent, ça va être modéré dans le meilleur des cas. Est-ce que tu t'attends à une boucherie avec à beaucoup de birdies? Et est-ce que va falloir simplement faire rouler la balle depuis le départ? Enfin, simplement, entre guillemets. Ah, avec le météo qu'on a, c'est plutôt une test de garder la balle sur le fairway et si avoir beaucoup pardon, excusez-moi, imagination autour du green si vous ne prenez pas les greens. Donc, Euh, vu qu'il n'y a pas beaucoup de vent prévu, ce sera forcément. Je vais pas dire que ça va être une chasse à birdie dans le vrai sens, mais ce sera quelqu'un qui est peut-être assez sage, qui maîtrise bien, très très bien sa trajectoire de balle, et surtout quelqu'un qui peut aller attaquer les greens avec un peu de hauteur, parce que si avec la terre ferme, même si les greens deviennent fermes, ce sera un avantage de pouvoir Allez, moins les 12, moins attaquer avec le 15, spin. moins 12, moins 15, score final. Je dis entre moins 10 et moins 13, je pense. Mike, petite question, évidemment, quand on est, vous n'êtes pas membre à Birkdale, mais vous êtes membre à Liverpool qui a reçu le British un paquet de fois. Quand on est membre, c'est une fierté de recevoir tous les meilleurs joueurs du monde. Qu'est-ce qu'on fait la semaine de The Open? Est-ce qu'on est assigné à des rôles sur le parcours, un peu comme au Masters ou non? Comment ça se passe? On joue pas surtout, Non, oui. sauf il y a 3 ans, il y avait Marty Jordan qui s'est qualifié. Il est encore là cette année. Il a passé les qualifs finales il y a une semaine ou deux. Mais aussi cette année à Birkdale, il y a Matthew Baldwin qui a qualifié à Dundonald en phase finale, qui est membre là-bas. Donc c'est lui qui va taper le premier coup demain. Et ça, ce serait un moment très très cool pour les membres de Birkdale, comme pour nous il y a 3 ans avec Matty. C'est une grande fierté d'accueillir les meilleurs joueurs du monde. Hoylake a participé dans tellement l'histoire du golf britannique et mondial on avait le championnat britannique cette année, il y a un mois. Et donc, le gagnant de ça, Stuart Graham d'Irlande, il s'est qualifié pour Blacktail cette semaine aussi. Donc, au moins pour nous, les membres, c'est une semaine de fierté, c'est une semaine de peut-être amener du monde avec nous pour
passer un peu de temps dans le clubhouse, passer un peu de temps en marchant les fairways qu'on joue toutes les semaines, mais avec une perspective différente. Et tu vas y aller, évidemment, toi, au British, là? C'est pas très, très loin, ça va... Non, c'est pas très très loin. Je vais pas y aller cette année. Euh, je vais peut-être samedi, mais je n'avais pas prévu d'y aller. C'est ils ont annoncé que ça va être 300 000 personnes cette semaine, j'ai entendu. Donc ça va être sûrement presque battre le record de tous les temps. Donc j'avais prévu de rester chez moi, mais on verra bien. Messieurs, une dernière question pour Mike. Ouais, peut-être au niveau position de drapeau, est-ce que tu as vu beaucoup de British, Mike, et souvent dans ces cas-là, quand la météo est hyper favorable et qu'en plus, on l'a dit avant de t'avoir, les refs sont pas aussi denses que l'organisation le voudrait, est-ce qu'on se venge particulièrement sur les positions de drapeau faut s'attendre à ça. Méfie-toi du rough quand même, Ben. C'est pas donné quand même. J'ai vu quelques vidéos cette semaine, même si c'est un peu boulé, ça va être pas si facile que ça, surtout de contrôler les distances. Donc, mais aussi, ils peuvent se venger avec les positions de drapeau. Et surtout à Birkdale, avec les travaux qu'ils ont fait, il y a beaucoup de pentes autour des greens. Donc, les zones de tombée pour les balles, pour les approches, c'est très, très serré. Donc, si vous ne maîtrisez pas les distances, vous allez vous retrouver à côté. Et là, avec le petit jeu, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il y aura quelqu'un qui gagne, qui maîtrise très, très bien. Il prend beaucoup de greens en régule normalement. Et sinon, il y a un bon petit jeu qui va derrière. Ouais, beaucoup de fairway à toucher et surtout être très bon au chipping. Je crois que c'est Data Golf qui est un site incroyable si vous voulez. Si vous aimez les paris sportifs ou si vous aimez si vous aimez le golf, si vous aimez le golf, ça oui, sur les ok. paris, si vous aimez voir ce qui va se passer, allez sur Data Golf et c'est vraiment le scrambling, donc vraiment sauver les parts. dedans, non Ouais. Non, pas du tout, mais j'adore aller sur Data Golf pour avant d'écrire un papier, par exemple, ou de venir à ton podcast, JP. Non, ils ont vraiment ciblé les bons toucheurs de fairway et les joueurs hyper habiles autour des greens, et ça pourrait convenir au local hero Mike, alias Tommy Fleetwood, que tout le monde attend là dans la région, ouais. j'imagine. Il y a son portrait partout dans les rues, là, non? C'est ça, c'est exactement ça. Il est comme un saint là-bas. Là, c'est le saint de Southport. Hein. C'est vraiment un mec en or il est populaire dans tout le monde, partout dans le monde où il va jouer. Et surtout très, très populaire dans l'Est d'Angleterre. Mais ça pourrait convenir à Tommy. En parlant de Data Golf, j'ai fait un peu de recherche avant de venir vous parler. Et j'avais quelques noms, c'est pas hors du nom, hein, enfin, forcément, mais quelqu'un comme Rory, Matt Fitzpatrick, Tommy, peut-être Patrick Reed cette semaine, vu son petit jeu. Et il faut pas qu'il soit très long du tee. Et pas de français, quoi. Non, malheureusement, non, j'avais pas prévu. Mais je pense, entre les Français, je pense qu'il y a Antoine Rosner qui a le plus de chance. Mais déjà, pour les 6 Français qui s'engagent, les 5 pros et Led Greenberg en tant qu'amateur, déjà de passer le cut, ce serait une bonne semaine pour eux. Peut-être un petit Justin Rose. Antoine Rosner aussi, qui avait été pas loin à Liverpool, justement. Ouais, qui a été longtemps top 5 pendant 3 tours et ça s'était gâté le dimanche. Mais bon. Ouais, c'est pour ça. Et aussi, il est en bonne forme parce qu'il a passé la qualif finale aussi il y a 2 semaines dans le Kent, je pense. Mais je vois une petite vibes anglaise là avec la demi-finale ce soir. Pourquoi pas It's coming home. Pourquoi et pas. puis Justin Rose, il s'est révélé là-bas en 98 lorsqu'il était amateur. Mais oui, c'est là qu'il lance sa carrière. Oui. C'était dans le quiz. On a vu ce nombre de majeurs. Bah ouais, mais comme ça, je t'ai bousillé ton quiz, je suis content. Mais c'est aussi, il y a beaucoup de majeurs qui lui ont échappé ces dernières années et j'ai presque envie de dire, même si on peut jamais dire ça, mais le golf lui en doit une. Ouais.
Et ce serait quand même aussi magnifique. Je pense que franchement, Justin Rose gagne. Je pense que tout le monde, dans le monde entier, on sera tous heureux de après voir avoir gagner. vu ça, Je sais pas si j'en ai. On va même réussir à être heureux de voir l'Angleterre gagner contre l'Argentine ce soir. Donc c'est pour te dire, Mike. Alors, n'exagérez pas les choses, Ben, quand même. On veut un France-Argentine samedi. Bref, pardon. Oui, Mike, tu voulais. C'est pas grave. Bon. J'allais dire, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, Justin Rose, il était aussi sur ma liste et ce serait aussi un gagnant très, très, très populaire. Il est très populaire comme joueur partout dans le monde et vu le numéro de chances manquées, entre guillemets, qu'il a eu, ce serait un peu le romantisme de l'Open si en 2026, il arrive à refaire. Exactement. Ben, tu voulais rajouter quelque chose dessus? Non, une petite dernière, Mike. Une petite dernière. Ouais, Birkdale, c'est le parcours après St Andrews qui a accueilli le plus de The Open depuis la guerre. Ouais, c'est la 11e fois. Là. Ouais, la 11e fois sera peut-être dans le quiz, ça se trouve. Non, ce sera pas dans le quiz. Tu peux nous expliquer pourquoi on va si souvent à Birkdale? Évidemment, c'est un bon parcours, on s'en doute. Il y a peut-être des notions d'infrastructure et d'accueil de public. Est-ce que tu peux nous expliquer ce succès de The Open et de Birkdale? Je pense que les trois parcours du Nord-Ouest, il y a Hoylake, Birkdale et Lytham aussi, qui accueille le British Dam cette année et aussi qui est nommé pour 2028, je pense, pour les hommes. C'est assez facile pour tout le monde dans le pays d'y aller. Il y a une bonne infrastructure de transport pour les trains, pour les voitures. Il y a pas mal aussi, il y a Liverpool, Manchester, des autres villes aussi pour des logements. C'est assez facile pour planifier en tant que spectateur pour y aller. Certes, il y a trois très très jolis, très difficiles parcours aussi pour les joueurs, mais le fait que c'est entre guillemets dans le milieu du pays c'est l'accès est assez facile. Je pense que c'est un peu pour ça, autant que pour le fait que c'est des. Et la qualité des fish and chips. Ça coche toutes les cases, quoi. Ben oui, non mais peut-être aussi, ça coche tous les cases. Non mais il faut le dire parce que par exemple Turnberry, indépendamment du fait qu'aujourd'hui le parcours appartient à Donald Trump et que ça aide pas forcément pour y revenir, c'est aussi au bout du monde et la logistique est très compliquée. Par exemple à Turnberry, pareil. Donc le parcours a beau être splendide, c'est un peu galère pour tout le monde lorsque c'est à Turnberry, alors qu'effectivement Birkdale c'est juste parfait, très accessible et en plus il y a un parcours magnifique. Je dirais la même chose pour Royal Porthcawl dans le sud du Pays de Galles aussi, qui est niveau parcours, ça pourrait aussi accueillir les hommes. Ça a accueilli les dames l'année dernière et ça fait 2-3 fois qu'ils ont fait les seniors là-bas. Mais niveau infrastructure, actuellement, pour accueillir tout le monde qui va avec un vrai British, compliqué. Portmarnock rapproche de la rotation aussi pour les amateurs de golf en Irlande. Ce qu'il faut surtout, parce que c'est mon autre lobbying absolu, il y a le PGA en août et mon autre lobbying permanent, c'est qu'on refasse des Ryder Cup sur ces grands parcours. Je rappelle qu'on parlait de Lytham. En 77, la Ryder Cup était là-bas. Moi, je veux revoir des Ryder Cup sur ces grands parcours-là. Les Riders maintenant, Stanley Parkland ou qui n'ont plus grand-chose. 1965, c'est peut-être dans ton quiz. Non, c'est pas dans le quiz. Bon, il y a une Ryder Cup mythique. Vous savez pourquoi, Mike? Est-ce que tu sais pourquoi la Ryder Cup à Birkdale est mythique et restera dans les annales? Est-ce que c'est bonne question. Est-ce que c'est une victoire 69 65 ou 69? C'est l'un des deux. C'était 65 et 69 et ça s'est joué en 69 sur le dernier putt. Jack Nicklaus a concédé le putt à Tony Jacklin. J'allais le dire, oui, Jacklin, ouais. Donc 65 ou 69? L'un des deux, mais Hugo Ponce à la Real va nous le dire dans quelques instants. Mais en tout cas, ça s'est resté l'un des plus bels actes de fair play en Ryder Cup de l'histoire et c'était à Birkdale sur le 18. Eh ben merci beaucoup Mike, bon British Open et merci pour toutes ces infos très intéressantes. Merci beaucoup. Non, Mike. merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Salut Mike. À très bientôt. Voilà messieurs, donc 65 ou 69 Hugo, cette Ryder Cup à Birkdale, il est en train de chercher. Il est en train de pianoter là. Alors, il va nous trouver ça. Justement, messieurs, ce qui va être bien aussi, moi ce que j'adore voir sur les British Open et sur les links, c'est voir des joueurs peutés en dehors du green, 69, sur le fairway. nous dit Hugo. D'accord. Voilà.
C'est ça aussi la magie du British, c'est voir ces coups-là. Il y a encore mieux cette semaine, les gars. Vous savez ce qu'il nous a fait, Bryson DeChambeau. Ouais. Alors, mais c'est un truc il qui est génial. Avec un chipper. Alors, c'était c'est Arnaud Thiou, ça. T'es pas si loin que ça, c'est Baudou. C'est que, en fait, on voit très souvent, et d'ailleurs, c'est vraiment un coup incroyable, c'est utiliser l'hybride pour chipper au bord des greens, ça sur les links. Il faut s'entraîner, hein, mais. Oh, alors vraiment pas. Franchement, au bout de 3 chips, une fois qu'on a compris que la balle sort très vite du club, et bah ça y est, on s'y fait. Ça marche vraiment bien, surtout pour épouser les pentes sur les greens qui remontent. Vous voyez, les greens un peu en volcan. Et bah, Bryson DeChambeau. Faut putter, en fait. Faut faire comme un putter, mais. Un coup de putter sans les poignets, et je vous garantis que vous faites ni top ni gratte. La balle est finie sur le green à chaque fois. C'est garanti journal du golf. Bref, tout ça pour dire que Bryson DeChambeau, cette semaine, il s'entraîne à taper des grandes chips au bois 3 à 150 mètres des greens. On a vu une vidéo sur Golf Channel. C'est absolument génial. C'est ça la magie des links aussi. C'est ça la magie du British. Bah oui, c'est ce que je disais. Je trouve qu'on a vraiment, enfin, quand je regarde la liste de joueurs, je me dis pas, tiens, quand vous regardez un US Open, vous éliminez déjà 60% du champ, vous dites non, bah, lui il peut pas gagner parce que c'est trop long. Enfin, vous vous souvenez, je ressors toujours cette anecdote, mais KJ Choi en 2002 à Bethpage, la première fois qu'on va à Bethpage, il tape un drive, vraiment il se déchausse, la balle finit dans le rough atteint le fairway. Voilà, devant le début du fairway, et là vous dites bon bah ok, d'accord, super. C'est pas pour lui cette semaine. Et là il y a pas ça du tout, et je trouve que ce qui va être intéressant, et j'ai pas la réponse, et je trouve que souvent on se trompe dans les deux sens d'ailleurs sur ce type de parcours là. C'est est-ce que ce parcours-là, on va pouvoir l'agresser, justement? Est-ce que un DeChambeau, un Rahm ou même un Rory, ils vont vraiment pouvoir dire, OK, en fait, dans mes parties de reco, j'ai perçu cette capacité à pouvoir agresser le parcours. Il n'y a pas trop l'incertitude. Moi, je pense que non. Moi, je pense que non. Effectivement, je pense que non. Mais combien de fois on a dit qu'on pensait que c'était pas possible, et puis finalement, ces joueurs-là nous font toujours démentir. Mais en tout cas, ce que je trouve passionnant, c'est qu'on ne sait pas. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, Mike en parlait, tout ce qui a été refait, notamment autour des greens, c'est beaucoup de petites bosses, de petites aspérités qui font pour donner encore plus d'incertitude au rebond. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous allez jouer avec des balles qui roulent, bah, vous pouvez vraiment, il va falloir vraiment avoir une science du parcours absolue pour être certain de voir la balle tomber au bon endroit. Et moi, je suis vraiment très impatient. Et un peu de chance peut-être avec ces nouvelles ondulations. Alors, on dit souvent ça sur les links, je suis pas d'accord. Oui, la chance, non. Tiger Woods, il a pas touché un bunker lorsqu'il a gagné à St Andrews en 2000. C'était pas dû à la chance, hein. C'était dû à la maîtrise stratégique. Donc, j'aime pas trop qu'on est-ce que Birkdale est plus stratégique que St Andrews? Bah, en tout cas, Birkdale était déjà un parcours stratégique. Je trouve qu'il l'est devenu encore plus avec les modifications qui ont été faites. En tout cas, ce qu'on en a vu, il faudra quand même attendre de voir tous les jours passer demain pour en avoir la certitude, mais je trouve que c'est assez intéressant. J'ai quand même plus le sentiment que ce sont vraiment des modifications aussi, Ben, qui ont été faites pour le golf professionnel quand même avant tout, en tête. Dans l'optique de défendre un parcours, encore une fois, qui fait 6600 mètres, qui est en dessous des standards du golf professionnel. Il faut aussi se méfier. Mike l'a très bien dit, il m'a un peu remis à ma place en disant attention, le rough, il est quand même pas si gentil que ça. Mais il y a aussi une autre arme que les greenkeepers ont, que les organisateurs du terrain, c'est brosser l'herbe des roughs dans le sens inverse du jeu. Vous faites ça, vous pouvez vraiment rendre un parcours quasi injouable. On le voit assez souvent sur des PGA ou des US Open. Ça peut être le cas sur des British. Ouais, c'est une arme assez absolue. Hein. C'est-à-dire que vous arrivez dernier jour de reco, vous dites oh ça va le rough, et puis le lendemain matin vous arrivez, vous avez l'impression dans l'autre sens. Ouais. Vous avez l'impression que c'est pas du tout le même parcours, et là c'est l'enfer. Comme tes poils de barbe, JP. Ouais. Allez messieurs, on va faire une petite pause, une première pause. Déjà, on vous rappelle qu'on vous fait gagner de très jolis lots. Cette semaine, on vous fait remporter évidemment le wedge Callaway, donc collector d'Antoine Rosner. Il n'y en a qu'un. Est-ce que c'est le wedge qu'Antoine Rosner va jouer? C'est le wedge alors il va pas l'utiliser cette semaine. Vous le recevrez à la maison. Il sera tout neuf, le wedge. Mais il est stampé. Donc stampé, on voit ces petites marques qui sont sur le wedge. Évidemment marqué Rosner, le wedge d'Antoine Rosner. Ouais, on rappelle le modèle. Hugo nous dit qu'il a été joué, donc ça veut dire que vous allez avoir un magnifique sweet spot bien dessiné en plein milieu. Alors si des gens veulent un peu uniformiser non, il sera pas joué. Je sais pas, Hugo nous disait qu'il avait été joué. Bon, on va enquêter. S'il avait été joué, en tout cas, si vous voulez un peu uniformiser le sweet spot, je peux vous le prendre en une journée. Je fais en sorte que cet vraiment opus SP de chez Callaway, évidemment, c'est un très joli lot. Et en plus, parce qu'évidemment, un bonheur n'arrive jamais seul, je vais la faire à chaque fois. 7 boîtes de balles, Chrome Tour. Il y en a 7. Non, il y en a
Il y en a 12. T'as essayé de me piéger, c'est Oui. ça? Voilà, c'est belle. Voilà. Si vous voulez jouer et gagner tous ces jolis lots, regardez, ça c'est un hommage à Justin Rose. Voilà, un joli petit Voilà. lot. Vous scannez le QR code et il y aura toutes les modalités. Vous vous débrouillez, quoi. Il y aura toutes les Il y modalités. a juste à se laisser guider. Mais t'as pas le droit de jouer, Benjamin. je te rappelle. Toujours pas, non. Allez, messieurs, est-ce que vous avez envie d'entendre les souvenirs de British Open de Nicolas Colsaerts? Moi, je trépigne On du a quiz. toujours pour envie tout d'entendre dire. Nicolas Colsaert tout court. Voilà, alors Nicolas Colsaerts, c'est Clément Villain qui l'a rencontré lors de la Coupe des Capitaines et il lui a demandé ses souvenirs de British Open. Et d'ailleurs, ce que lui évoquait le mot British Open quand on lui prononçait ce mot. On y va. C'est toujours par rapport au temps en fait. Tu peux avoir une semaine nickel, juste avec un petit peu de vent et là ça regroupe beaucoup de prétendants. Tandis que s'il fait vraiment dégueulasse, tu peux jouer dans 40 km/h de vent sous la pluie où il faut être équipé, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir un bon caddie, il faut bien connaître le parcours. Donc voilà, le British c'est toujours un petit peu une semaine à part, mais bon voilà, pour moi ça reste quand même le plus grand tournoi au monde. Quand on est au départ du 1 du British en tant que joueur, ça fait quand même toujours quelque chose de spécial. Le meilleur souvenir de British, c'est d'avoir rentré mon deuxième coup au 2 ou au 3 à l'ITAM en 2012. Je fais 65 le premier jour. Je fais sortie putt le vendredi pour passer le cut tout juste en faisant 77-78 et puis je refais 65 le dernier jour en faisant up and down pour par de 80 mètres pour terminer 6e ou 7e. Enfin, au moment où je rentre au 18, je dois être peut-être 12 ou 15 et puis ça a commencé à souffler, j'ai terminé 6 ou 7 et c'est l'année où je me suis qualifié en Ryder Cup. Donc voilà, l'ITAM a une petite place privilégiée dans ma carrière. C'était votre programme proposé par Callaway Golf. Voilà, Nicolas Colsaerts, un grand merci à Clément Villain. Il y aura d'autres sonores comme ça de Français. Il n'était pas et en de Belges. Angleterre, là, Colsaert. Là. Non, pourquoi il faisait trop beau? Non, c'était le look Seignos et Osgore. La Coupe des Capitaines. T'as suivi d'ailleurs la Coupe des Capitaines, Ouais, Benjamin? sympa. C'est sympa. À refaire. J'espère que il y aura à nouveau l'année prochaine. Toujours si on a ce champ de joueurs-là et qu'on a la chance en plus d'avoir Victor Dubuisson, notre joueur préféré dans ce studio. Pourquoi tu Je rigole, mais en plus, ceci dit, pour moi, c'est véridique. Ouais, et Victor Dubuisson qui a même répondu à nos questions à Clément Villain pour Journal du Golf. Il ne parle qu'à Clément Villain. Ouais, d'accord. Pas à nous. Messieurs, avant de partir du côté de Birkdale, on va retrouver très bientôt Romain Lefebvre, envoyé spécial pour Journal du Golf et évidemment pour l'équipe. Benjamin, j'aimerais qu'on n'en a pas parlé, ça tout à l'heure. Je ne vais pas te surprendre. Oui, tu y étais ce jour-là, en 2017. Jordan Spieth, évidemment, à Birkdale. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce fameux drop au niveau du practice, légal, pas légal, il a joué avec c'est devenu mythique. J'aimerais bien que tu nous racontes. L'une des demi-heure les plus dramatiques à The Open, c'est-à-dire faut recontextualiser. Jordan Spieth avait une belle avance sur Matt Kuchar. Il rate son aller, donc body language catastrophique, un peu de 80 cm raté au trou neuf. Bref, il se retrouve mené par Matt Kuchar. Il est en perdition totale, Jordan Spieth, sachant qu'au Masters 2016, il avait déjà vérolé. Voilà, j'allais l'ajouter. Il perd contre Danny Willett dans des circonstances invraisemblables. Voilà, en enchaînant les balles dans l'eau au trou 12. Donc ça va pas trop, alors que c'est le golden boy du golf à ce moment-là. Et donc il arrive au départ du 13. Là, il rate, il saucissonne complètement son drive. Il l'envoie complètement à droite, par-dessus une butte, là, complètement pendu, dans une sorte de roncier. J'y mettrai pas mes bras calments, JP. Et donc pour faire court, la scène a duré près d'une demi-heure en tout. 22 minutes pour jouer le trou, je crois. Ouais, je crois même qu'on est monté. Je crois que c'est Matt Kuchar qui attendait derrière. Et le pauvre Matt Kuchar qui avait le momentum, qui avait plein vent arrière pour gagner son premier British Open, d'ailleurs son premier Grand Chelem en carrière, ce qui n'arrivera pas. Il attendait, assis sur son sac, il attendait que Jordan Spieth fasse sa palabre et son stratagème avec son caddie. C'est-à-dire ça a discuté pendant près de 10 minutes avec les arbitres. Ouais. C'est-à-dire d'abord pour trouver un drop avec un point de pénalité et ensuite se décaler sur le practice, là où il y a les camions d'équipementiers. Mais donc normalement, c'est pas légal ça, parce que c'est hors limite. Non, non, il n'était pas hors limite. C'est ça la grande question. Mais ça a duré près d'un quart d'heure de palabre entre deux arbitres et Jordan Spieth qui a réussi à se trouver un coin, donc comme je vous l'ai dit, à la fin du practice, dans les camions d'équipementiers. Et à force de trouver des arguments, il a réussi à se décaler. Il s'est retrouvé avec un coup de près de 200 mètres, complètement en aveugle, par-dessus les buts, par-dessus les spectateurs. Il a trouvé
le fond de green. Et là, il a fait un chip putt impossible. Et là, il a lancé un comeback incroyable pour finalement gagner The Open. Il rentre 15 mètres pour eagle 2 trous après. Au trou numéro 14, il met un coup de fer 5 qui touche le trou, qui finit donné. Birdie 17 et donc une victoire à The Open. Et donc, c'est de mes yeux, c'est le plus beau comeback que j'ai pu voir sur un tournoi majeur. J'étais pas présent, évidemment, quand Greg Norman et Faldo sont échangés le Masters en 1997. Mais alors là, cette résurrection de Jordan Spieth sur ces 6 derniers 96, 96, pardon. c'est Tiger. Ouais. Mais non, ce comeback, cette résurrection, j'avais jamais vu ça et je pensais même pas que c'était possible. Pour une fois, tu l'as hyper bien raconté. C'était un peu confus, je pensais pas que tu allais me lancer Non, là-dessus. Mais c'était très clair. Et honnêtement, oui, je confirme. Moi, je l'ai vécu devant la télé. C'était un moment incroyable et c'était interminable. Mais en fait, on avait le sentiment de vivre un de ces grands moments dont on parle. La preuve encore aujourd'hui, ça me rappelle la balle de Tiger sur le clubhouse de Valhalla. Elle disparaît et puis après on la retrouve. On sait pas trop comment. Dans les buissons en playoff. Voilà, 2000, contre Bob May en 2000. 2000. Ouais. Donc voilà, ça fait partie de ces grandes histoires du golf et là le truc est surréaliste et il se trouve qu'il gagne à la fin en fait. C'est ça qui fait que c'est ça l'histoire qu'on le raconte. est incroyable. Effectivement, s'il gagne pas, il y a tout qui est dramatique. Il y a la palabre avec les deux arbitres parce qu'un seul ne suffisait pas. Il y avait d'ailleurs John Paramore dans l'eau, l'arbitre en chef, qui avait pénalisé Jordan Spieth pour gelant quelques mois auparavant, entend dire qu'ils n'étaient pas copains les deux. Et il y a cette scène avec ce pauvre Matt Kuchar est loin d'être mon joueur préféré, mais le pauvre Matt Kuchar qui avait pas une main sur la coupe mais presque, et qui est assis sur son sac et qui attend. Faut rappeler qu'il faisait pas très beau, il faisait froid et humide cette semaine-là, et le pauvre Matt Kuchar s'est refroidi. Il a complètement paumé son momentum. Et là, on voit un Jordan Spieth. Seb, il faudra que tu me dises si tu as exemple d'un autre athlète, d'un autre sportif, d'un autre golfeur qui passe d'un body language si catastrophique sur les 13 premiers trous et qui devient un conquérant sur les 6 derniers, comme ça s'est passé avec Jordan Spieth. J'insiste là-dessus. Donc, il sauve le bogey, complètement improbable. Il rentre 3 bons mètres depuis nowhere. Il est vraiment un chip injouable. Derrière, le coup de fer 5 à 200 mètres, qui a 2 doigts de à 180 mètres, qui a 2 doigts de boiter. Derrière, Eagle avec ce fameux go get that, où il pointe du doigt le trou en disant à Michael Greller d'aller chercher la balle. C'était un jeu entre deux. Je crois que c'était un petit hommage aux golfeurs de 2 siècles auparavant. Je crois que c'était les caddies allaient souvent récupérer la balle pour leur patron. Et derrière, encore birdie au 17 sur le tout petit par 4. Et voilà. Est-ce que tu as exemple, Seb, d'une résurrection en plein match de golf, de basket, de ce que tu veux, comme ça? Non, je sais pas. Le comeback de Tom Brady au Super Bowl contre Atlanta, enfin voilà, ce genre de comeback invraisemblable. Le comeback des Bulls au match 6, enfin je peux t'en trouver, mais France-Argentine ça 2022. Reste, oui, très bon exemple. Finale, hein. Très bon Mais exemple, on n'a parce pas que là, gagné à la fin. Mais on n'a pas gagné. Non, effectivement, on gagne pas, mais là, il y avait en tout cas en termes de body language, il y a un truc complètement improbable qui se passe où on a l'impression qu'il va rien se passer, qu'on était dans le même match que contre l'Espagne, et puis d'un seul coup tout change et on a l'impression qu'on a ce momentum irrésistible. Effectivement, c'est pas les mêmes personnes, et c'est je crois pas que les ce mêmes qui est athlètes. fabuleux aussi, c'est qu'il y a cette relation avec Michael Greller, t'en parlais, qui rend la scène encore plus magique à suivre. Moi, je me souviens que je le regardais à la télévision américaine, ce major-là, et je me souviens de Johnny Miller, qui est pourtant d'habitude très bavard, avec Dan Hicks qui commentait ce tournoi pour NBC, qui d'un seul coup, en fait, ont rien à dire. Ils n'ont même pas à raconter le truc, parce qu'en fait, Greller et Jordan Spieth, ce sont les meilleurs commentateurs de golf de l'histoire du golf, en fait. Ah, c'est bavard. C'est Tolstoï quand il prépare un coup de golf. Ça ne s'arrête pas. Et donc, toute cette scène-là, vue comme ça, en étant avec eux et en entendant toutes ouvert, leurs discussions, on entendait toutes leurs discussions. Mais c'était un moment, mais moi, les 22 minutes, je les ai pas vus passer. Michael Greller qui se mettait en haut de la butte, parce que faut essayer de raconter pour les gens qui simplement nous écoutent en podcast, c'est-à-dire que le green était complètement invisible, il était caché par une colline, et c'était complètement invisible. Donc Michael Greller se mettait en haut de la colline déjà pour pouvoir faire la ligne de drop correcte, pour respecter les règles de golf, et ensuite trouver une ligne de jeu à peu près correcte, tout en essayant de donner un yardage à peu près précis, parce qu'on était absolument nowhere à cet endroit. La balle de Jordan Spieth au fond du practice dans les camions, elle était nulle part. Le green était complètement invisible. Mais c'était une résurrection. Il n'y avait pas une histoire de Ballesteros aussi qui avait joué un coup le roi du parking. Oui, sur le parking. J'ai oublié le parcours, mais oui, voilà, ça fait partie de ces grandes histoires absolument mythiques. Et
Et pour On le voit coup, qu'au British quasiment. effectivement, essentiellement au British, notamment parce que il n'y a pas trop normalement d'obstacles visuels, même si là il y avait un peu cette butte dont on parle. Même si on voit qu'au fur et à mesure des années, quand même, on a mis de plus en plus de internal lobby, donc de hors limite interne au parcours pour Ah oui. éviter que les Obi, joueurs, out of bounds. voilà, Ouais. Obi. pour éviter un peu ce genre d'aventure, ce qui est un peu dommage, même si on comprend que la logistique des tournois, les tentes, voilà, tout ça oblige L'hospitalité. Ouais. à faire quelques concessions, mais bon, parfois c'est un peu dommage. Seb, je vais te couper parce qu'on a un invité spécial. C'est pas encore Romain Lefebvre, mais on va retourner à Birkdale parce que évidemment dans ces grands tournois, il y a plein de bénévoles et on a un bénévole qui est français qui s'appelle Julien. Bonjour Julien. Bonjour à tous, comment vous allez? Nous ça va au top. Je pense que vous êtes pas mal non plus. Évidemment, bénévole cette semaine pour The Open. C'est pas votre premier coup d'essai. Vous avez déjà été plusieurs fois bénévole dans des parcours, dans des tournois prestigieux, les JO, la Ryder. Racontez-nous un peu. Exactement. Qu'est-ce que c'est d'être bénévole sur un tournoi comme ça? Écoutez, effectivement, bénévole plusieurs années durant et encore aujourd'hui pour l'Open de France au Golf National. Et là, l'idée était d'avoir une expérience internationale. Quoi de mieux que The Open dans un parcours extraordinaire. Donc, j'ai eu la chance d'être sélectionné après un processus avec le RNA, le Royal Énoncien, qui gère effectivement la gestion des bénévoles. Et donc, on m'a proposé, en tout cas, j'avais l'opportunité d'avoir le choix dans mes missions, soit de continuer sur un poste de marshal et de scorer, ce que je fais régulièrement à l'Open de France, soit d'avoir une orientation un peu plus green, comme ils l'appellent, et donc d'encadrer une équipe d'une dizaine de volontaires pour avoir la promotion et la gestion de tout ce qu'ils peuvent appeler sustainability, donc tout ce qui est économie circulaire, le low carbone, tout ce qui est également protection de la nature. On est dans un environnement extrêmement attentif à ça au Royal Birkdale. Donc aujourd'hui, mon sujet est celui-ci, de gérer une équipe d'une petite dizaine de personnes. Les journées sont relativement denses. Les tea time demain débutent à 6h30, donc on doit être sur place quasiment à 5h45 pour avoir un setup et accueillir l'ensemble des spectateurs. Donc non, très belle semaine. Les Anglais sont hyper accueillants, que des belles histoires à raconter, en tout cas une très belle expérience à vivre. Alors justement, des tournois différents, vous avez que vous avez pu couvrir en tant que bénévole. Vous avez des anecdotes avec des joueurs, des mots sympas. Non, la chance que j'ai eue, c'est effectivement pendant les JO. Les JO, j'avais un rôle d'officiel sur le scoring avec Omega, donc on était vraiment au plus près des joueurs. J'ai eu la chance d'avoir ce dernier tour avec Scotty Scheffler et remonter le Golf National avec 30 000 personnes autour de vous un dimanche des JO, c'est incroyable. Lui serrer la main à la sortie du 18 devant la foule, c'est quelque chose que vous n'oubliez jamais. Là, c'est un autre aspect de l'approche de volontaire qui me plaît tout autant. L'anecdote qui est assez sympa, aujourd'hui c'est encore le dernier jour du practice day et Kylian Bradley était là et les Anglais n'ont pas pu s'empêcher de faire un petit Go Europe très sympa. Donc voilà, c'est bon enfant, les gens sont hyper heureux d'être là et encore plus avec toute la famille. Donc non, franchement, des choses hyper positives. Alors on le rappelle, hein, vous êtes bénévole, donc vous n'avez pas touché d'argent pour votre mission. Vous devez payer pour le logement, pour le transport, ou il y a quand même un défraiement, on va dire, de la part des C'est pas le RNA? livre. Non. Non. Écoutez, effectivement, la définition du bénévole, c'est de donner son temps et de se gérer lui-même. Donc, la chance que j'ai, c'est que j'ai eu la possibilité, avec les gens que j'ai connus au JO, de pouvoir, qui sont principalement écossais, irlandais, anglais. Donc, on a une accommodation ici à Southport et effectivement, tout est à mes frais. On a quelques comment dirais-je, compensations avec des uniformes, une casquette, une jaquette, ce genre de choses. Mais sinon, non, vous donnez de votre temps, c'est des jours de congé et vous payez effectivement la globalité
du déplacement et de la location. Alors, évidemment, tous ces goodies que vous recevez, c'est des trésors. On les garde précieusement, On les garde. C'est ma première fois à The Open, donc j'ai fait la chasse à l'autographe, bien sûr. Entre deux shifts, vous allez entre le driving range et le practice green. Vous cherchez des beaux autographes à avoir. Donc, j'ai eu la chance d'en avoir quelques-uns, Francisco Molinari, Wyndham Clark, Bryson DeChambeau. Et puis, la chance qu'on a, c'est quand même que les mecs les plus cool. Ouais, les mecs les plus cool. Et puis hier, bon, malheureusement, ça s'est mal fini. La France a perdu, mais il y a quelques Français. Donc, j'ai pu avoir aussi Martin Couvrat, j'ai pu avoir Antoine Rosner qui sont à proximité. Et dès qu'on parle un peu français au milieu de tous ces Anglais, ça attire un peu l'attention. Donc, on a une petite salutation et voilà, c'est aussi plaisant. Donc, on a le temps quand même un peu de voir du jeu, de profiter un peu du moment et de l'événement. Ouais, le deal, c'est ça, c'est que vous avez free access, donc vous gérez votre shift. Moi, toute la semaine, c'est mes shifts, enfin, je pilote le shift du matin, donc grossièrement, c'est 5 heures du matin jusqu'à 11h30. Et ensuite, donc, vous avez libre accès sur le parcours, donc vous allez où vous le souhaitez. Bon, après, on est dans une configuration Ryder Cup, c'est-à-dire que il y a un monde fou pour aller d'un point A à un point B sur le parcours. Vous mettez 1h30. On a l'impression d'être au croisement de Shibuya à côté du practice et du driving range. Enfin, c'est relativement incroyable. Mais on a le temps de profiter de tout. Il faut juste bien choisir sa stratégie. Moi, je conseillerais aux gens qui veulent voir les joueurs de plutôt venir en practice day. Et tous les Anglais qui sont avec moi et qui sont des locaux me disent en étant bénévole, tu sais, Julien, et vu le monde qu'il y a, moi, je rentre chez moi et je regarde online le dimanche la finale pour être sûr de voir beaucoup de golf. Donc, j'ai bien compris l'atmosphère. Mais bon, je ne suis pas venu là pour ça exclusivement, donc on repassera, c'est pas grave. Eh ben, merci beaucoup, Julien. Bonne semaine à... On le rappellera. Et on te rappellera évidemment vendredi. Le fil rouge. Voilà, exactement. Avec plaisir, messieurs. Bonne fin de journée à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Évidemment, messieurs, les bénévoles, élément très important dans un tournoi, c'est sans bénévoles, il n'y a pas de tournoi. Bah oui, c'est ce qui fait tourner le golf, non seulement les majeurs, mais l'ensemble des tournois du golf professionnel. Il faut leur rendre hommage aussi à tout ce travail qui est accompli. Et c'est vrai qu'au British, on les voit souvent parce que je pense qu'on a affaire encore plus qu'ailleurs vraiment à des gens qui sont passionnés par le golf. Et on en voit effectivement beaucoup masser sur certains trous en dehors de leur chiffre. Donc c'est toujours amusant. Et surtout, il n'y a pas qu'au British Open. À tous les niveaux, il faut des bénévoles. On se souvient, Benjamin, au Montauban Ladies Open, où à chaque fois, il y a des gens passionnés. Tu rigoles, mais c'est vrai. Le fameux Hutch Marmon. des gens passionnés qui viennent donner de leur temps pour que ces tournois aient lieu et pour la passion du jeu. Messieurs, est-ce que vous voulez écouter Raphaël Jacquelin qui va nous raconter ses souvenirs? On veut bien embêter qu'on te dise non de British Open. Si on me dit non. Allez, on l'écoute, Raphaël. C'est le Links, c'est une autre forme de jeu que j'adore jouer sur les Links, donc ça j'en ai joué plus, j'ai dû en jouer 8 ou 9. Donc British, c'était mon résultat, top 10 à Royal Saint-Georges 2012 je crois. C'est ton meilleur souvenir? Ouais, de loin parce que dans les dernières parties, quand il y a ce stadium à l'arrivée, là, l'impression d'être dans un stade de foot et on entend une mouche voler. Quand on tape le deuxième coup, je me rappelle, je tapais un coup de fer 5 sur ce green. On n'emmène pas large. Pire souvenir, franchement, j'en ai pas. Même quand j'ai raté le cut de loin sur plein de British, pas de pire souvenir. C'était vraiment une grosse expérience à chaque fois et on progresse d'année en année. C'était votre programme proposé par Callaway Golf. Allez messieurs, vous l'avez vu, on a sorti les buzzers, c'est l'heure du quiz. Ça va buzzer. Hugo, tu balances les questions. Je vérifie que ça marche parce que je pense que voilà, je suis un peu traité comme les adversaires de l'Argentine dans cette... Ça c'est malin ça. Alors, quiz évidemment, spécial British Open à Birkdale. Voilà, exactement. Alors messieurs, première question.
Alors, on ne buzz pas. Moi, j'ai on pas buzz- de. on Vous buzz- remarquerez qu'il y a quelqu'un qui a des post-it partout C'est et vrai qu'il quelqu'un a- qui a pas de je sais pas- post-it. Oui, mais je prépare mon émission. Voilà. Alors, quel est le premier joueur à s'être imposé à Birkdale lors d'un British Open? J'ai buzzé avant. Ouais, c'est Aboud. Peter Thompson, C'est Peter Thompson. Alors, quelle nationalité, Peter Thompson? australien. Australien. Il a gagné 2 fois. Exactement, il a gagné 2 fois à Birkdale. À Birkdale, Donc, hein. est-ce que tu Ah peux oui. me donner l'année de son deuxième? 65. Il est trop fort. 65 et c'était son Dernier. 5e British Open. Et dernier. Et dernier. il en a pas rejoué ensuite. Bah, c'est sa dernière Sa victoire. dernière victoire. Pas, ouais, non. dernier. Oui, c'est vrai. Voilà, donc merci. Alors, autre question. Quel joueur a remporté évidemment le British Open à Birkdale avec le score le plus bas sur 4 tours? Ah, il a révisé. C'est très facile. Il a révisé. Il C'est le dernier. C'est très facile, Jean-Philippe. C'était en 2017. Jordan Spieth. Alors, j'hésite entre moins 12 et moins 13. Ah, tu fais nom de la tête? Je fais nom de la tête. Moins 12, non? La réponse c'est moins 14 et Ah, c'était ouais. Lee Trevino en 71. en 1971. Ah, Voilà, ouais. Alors, Ah, moi, j'ai un demi-point quand même. Bah non. Bah non. non. Bah, j'ai bon sur Trevino. Ah ouais, mais bon. Après coup, après avoir dit Spieth en 2017. Mais non, mais tu. ça normalement Ben, tu dois Qui a avoir dit la le réponse. dernier là, Alors. qui me souffle des bêtises? Quel est le score le plus bas enregistré à Birkdale lors d'un British? Je l'ai, j'y étais. Bah, exactement. J'étais sur le fairway du 18. C'était Brandon Grace qui a scoré 62. Et qui, pour l'anecdote, ne savait pas qu'il avait scoré 62. C'est Zach Gallego, son caddie sud-africain aussi, qui débarque sur le green après le dernier putt. Il prend 2 putts pour part. Et qui lui dit, il vient le voir et qui lui dit, mec, tu viens de rentrer dans les livres d'histoire. C'était le premier 62 en majeur. Ouais. Voilà. Alors, masculin, puisque le record était déjà à 61 à l'Evian Masters. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, à Evian, samedi, Ryu a scoré 60, qui est le plus bas score de toute l'histoire, hommes En et majeur. femmes confondus. Voilà. La boucle est bouclée. Il a révisé, hein, c'est bien. Ah ouais, impressionnant. Hein. Donc c'était C'est lors, par du troisième, Nautilus, hein. c'était lors du 3e tour en 2017. Oui. Voilà. Alors, il n'y a eu qu'une victoire anglaise à Birkdale. Laquelle? C'est facile. Là, si vous trouvez, vous êtes balèze, que c'est un peu subtil. Ah oui, c'était... Je parle, bien de alors, je parle bien de victoire anglaise. Hein. on dit anglaise ou britannique? Anglaise. Est-ce que le Commonwealth Non, anglaise. est inclus? Bah, c'était... Là, vous ne trouverez jamais, c'est pas possible. Ah oui, ça date... Alors non, c'était ça date une d'avant victoire 54. féminine. Parce que l'Open, c'est le British Open, c'est aussi déroulé à Birkdale. Mais quel fumier, alors ça, c'est quand même pas très cool. Alors la ça. réponse, c'est évidemment la grande, Laura Davis. la grande Laura Davis qui gagne en 1986. Non, mais ça compte pas là. Hein. Non, ça Ah compte pas. bah, bien sûr. Le Bah non, British mais féminin, il t'avait non, je donné suis la désolé, réponse il- d'abord. On a Ouais. changé de thème, c'est hors sujet complet. Ah non, c'est pas hors sujet, c'est le British Open féminin. Ouais, donc ça fait un point. Alors, Ah non. Ouais, il y a trop Pardon, d'indices, Je c'était- proteste là, je demande la Là. VAR. Le autre VAR. question, quel joueur a sa plaque commémorative à Birkdale? Qui a besoin en premier? Et toi? Arnold Palmer. Alors Arnold Palmer, effectivement, pour ce fameux coup de fer 6, depuis, on va dire, les ronces, les branches, c'était au trou, pour sauver le par, c'était au trou numéro 15 à l'époque. Alors et si vous le cherchez sur le trou numéro 15, bah, ça ne marchera pas parce que maintenant ce C'est trou plus le numéro 15. 15 est le trou numéro 16. Voilà. Il faut savoir que le trou 14 est devenu un chipping green ces derniers mois. Avec les changements de parcours. Thomas Levet a pris aujourd'hui d'ailleurs en photo cette plaque. D'accord. Vous pouvez retrouver ça sur les réseaux de Thomas Levet. Et est-ce que je l'ai dit qu'il avait gagné en 61 ouais. J'allais l'ajouter, D'accord. mais Alors, est-ce que vous savez quel événement particulier s'est déroulé lors des qualifications de The Open 76 qui s'est déroulé à Birkdale? Lors des qualifications. Est-ce que c'est la fois... J'adore cette histoire. Est-ce que c'est la fois où le fou furieux s'est amusé à s'infiltrer dans une partie et a réussi à jouer quasiment un trou complet avant de se faire arrêter par la police? Alors, c'était lors des qualifications, mais c'est pas ça du tout. Ah oui, ben non, puisque ça, c'était pendant Voilà. le The Open. Alors, en 76, en fait, il y a un dénommé Maurice Flitcroft qui n'était pas golfeur et qui a voulu T'as pas participer fait anglais LV1, toi. qui a voulu participer aux qualifications et qui donc a réussi à participer aux qualifications. Et il y a fait d'ailleurs un 130. film, Il il a a pas fait fait 121, Oui, plus il y a eu 49. le film. Il y a le film il y a une dizaine d'années. Et ça, c'était donc sur un parcours, le Formby Golf Club à Liverpool. Bon, évidemment, il s'est pas qualifié, mais ça fait une Le sacrée film est histoire. très chouette. Si Hugo, tu peux retrouver le titre, qu'on puisse le donner aux gens qui nous regardent. Le film est Il est- récent. Alors, il a y du boulot, 76, Hugo, aujourd'hui, de 76, vérification. alors, le quiz est un peu long, mais 76 qui a remporté le British à Birkdale. Bah, c'est- On en a c'est parlé tout à l'heure. Severiano Ballesteros. Qui commentait. Pardon, Johnny Miller. Voilà.
Ouais, mais je l'aide beaucoup quand même, Benjamin. Ah ouais. D'ailleurs, Ballesteros n'a jamais gagné à Bordel, c'est n'importe quoi. Dernière question, et on en a un peu parlé tout à l'heure. Quel joueur encore en activité a fait un coup d'éclat au British 98 lors du dernier tour? Justin Rose qui rentre un coup de wedge. Ouais, il avait 17 ans, il était encore amateur. Il rentre ce coup de wedge et qui lui permet de finir Je trouve quatrième. que ça buzz un petit peu vite. J'ai la réponse, donc je buzz. Hein. L'As du golf. Très bon film, merci Hugo. Ouais, plein de poésie. Alors, regardez. Allez messieurs, on va tout de suite reparler. Donc victoire de Benjamin, on va dire, ou victoire de Sébastien? J'ai pas marqué un point si on vous écoute. Victoire morale de Sébastien. Comme tu sais, ça c'est de base. Victoire comptable. Et je pense que l'anecdote, j'ai faux, mais je suis riche en anecdotes. Non, c'est vrai. Il y a un peu de background. Ouais, Contrairement à d'autres personnes qui apparaissent souvent dans ce quiz, il y avait du background cette fois. Allez messieurs, on va tout de suite reparler de Birkdale évidemment, parce qu'il y a quand même 6 Français cette semaine au British Open. On parle évidemment Martin Couvrat, Antoine Rosner, Fred Lacroix, c'est pas le quiz, Lev Grimberg, évidemment amateur et qui s'est qualifié brillamment. Tu as cité Victor Pérez. Victor Pérez. C'est qualifié à la 95e lui. Hein. Ouais, exactement. Le dimanche soir du Scottish Open en finissant top 10. Et Lev Grimberg, évidemment, qui est passé français il y a quelques... Le 23 décembre dernier. Exactement, qui était ukrainien. Qui va représenter la France. Et il est toujours ukrainien. Tu l'as rencontré, Lev Grimberg, il y a quelques années plusieurs fois, notamment au pôle, puisqu'il y a Kenny Le Sager qui s'occupe beaucoup de lui du côté du golf national, même s'il ne passe pas beaucoup de temps que ça, puisqu'il est pas toujours par Mont et par Vaux à travers le monde à jouer les meilleures épreuves amateurs, et on tient vraiment une pépite. Hein. Il y a TaylorMade USA qui est sur lui notamment, et c'est rarement pour rien. Il le considère comme top 5, top 6, au pire top 10 de sa catégorie d'âge dans le monde. Et alors, messieurs, je vous propose d'écouter justement, grâce à Romain Lefebvre, les réactions de quelques Français qui sont au British Open, notamment Lev Grimberg, Martin Couvrat et Antoine Rosner. Et Antoine Rosner qui a une petite anecdote assez sympa sur une partie de reconnaissance qu'il a fait avec Scotty Scheffler. Allez, on l'écoute. Pour l'instant, c'est déjà une des meilleures semaines de ma vie. Franchement, d'être ici et jouer sur ce parcours-là, ça me donne envie d'être meilleur au golf. Et j'ai profité au fond et je vais essayer de bien faire le tournoi, bien sûr, mais surtout juste prendre l'expérience. Et évidemment, le Panorama majeur, le parcours va être extrêmement dur et extrêmement bien préparé. Mais c'est très très sec. Il y a des endroits un peu secs. Il est long aussi. Franchement, c'est un parcours très dur qu'il faut que tu joues bien et prendre des bonnes décisions. Je sens que je progresse, je sens que je joue mieux qu'avant. Après, forcément, il y a un côté frustrant qui fait qu'on s'attache beaucoup aux résultats et du coup, quand on voit que ça ne va pas forcément dans notre sens, ça agace, ça frustre, etc. Mais c'est un peu la bataille que je dois mener avec moi, mon équipe et surtout ce que je pense de ce que je fais. Je fais les choses correctement, je joue vraiment mieux, donc il faut juste être patient et essayer de bien se positionner pour laisser arriver les performances. Franchement, l'année dernière, j'avais pris un petit mur quand même dans la figure en arrivant ici, ce qui est normal parce que j'étais pas préparé à ça. Là, je sens que je le suis beaucoup plus. Je sens que dans les coups que le parcours demande, dans la façon de réfléchir, etc., je me sens beaucoup plus à l'aise. Je trouve que j'ai beaucoup plus de clés dans le sac pour répondre aux questions du parcours. Donc c'est le principal. Maintenant, il faut arriver à les sortir sur le tournoi. Mais en tout cas, sur ces 3 jours de préparation, je sens que ça a pris de l'ampleur par rapport à l'année dernière. Il n'est pas simple le parcours, même si il est très sec, donc ça roule beaucoup du départ. Les roughs sont très secs, ça ne va pas être hyper pénalisant dans les roughs. Mais il faut quand même taper des bons shots. Il y a beaucoup de dogleg et on joue beaucoup de vent de travers, donc c'est pas simple à gérer. Draw, fade, il y a beaucoup de bunkers en jeu, donc parfois est-ce que prendre une option de taper un driver par-dessus les bunkers, il y a beaucoup d'options du type. Il faut être assez clair dans son plan de jeu et non, ça va être une belle bataille quand même malgré tout, même si les roughs sont pas hyper pénalisants, ça va être, je pense, une belle bataille. Bon, alors maintenant cette partie de ce matin, comment ça s'est dessiné en fait? Comment ça se passe en fait? Le point de départ, c'est quoi? Scotty, il avait besoin de 2-3 conseils. Du coup, il m'a demandé s'il voulait jouer avec moi. Non, plus sérieusement, en fait, j'étais inscrit avec Adrien le matin et on était tous les deux dans les parties et on a vu hier soir que Scotty s'était inscrit avec nous et son pote Sam Burns. Donc nous, c'était la bonne surprise et voilà, c'était amusant de jouer avec le numéro 1 mondial. Qui domine le golf depuis maintenant quelques années. On a, je pense, nous, 2-3 trucs à apprendre.
Donc non, c'était super. Sympa le contact. Ouais, on a parlé un peu foot en cette période Ah de Coupe du Monde. Il a dit qu'il suivait un peu ça quand même parce que c'était aux États-Unis, donc il avait bien suivi. Voilà, on a parlé un peu de golf. Il a déjà joué en France quelques fois, donc non, c'était sympa. Voilà, merci beaucoup à Romain Lefebvre pour tous ces sonores, et Romain Lefebvre justement qu'on va joindre tout de suite. Il a mis le bob, il est là. Il est magnifique. Le bob, magnifique. Le cornio. Salut tout le monde, ça va bien? Et toi? Bah écoutez, super. Pourquoi j'ai mis le bob, à votre avis? Pour pas prendre un coup de soleil. Parce qu'il fait hyper beau. Non, parce qu'il est pour Bob Parce McIntyre qu'il cette fait, semaine. parce qu'il n'y a pas que à Paris ou en France qu'il fait chaud et qu'il y a la canicule. Ici, c'est pas tout à fait la canicule, mais franchement, ça tape bien, ça tape dur. Le matin, c'est un peu frais quand on arrive au golf, parce qu'on arrive très tôt, parce qu'on est les grands professionnels, évidemment. Mais ça se réchauffe au fur et à mesure de la journée. Et je peux vous dire qu'en fin d'après-midi, ça cogne bien. Et le chapeau est de rigueur et obligatoire. C'est pour ça que je l'ai mis. Et la crème solaire aussi. C'est des conditions complètement atypiques. Moi, franchement, j'ai jamais vu ça à un Open. C'est très drôle parce qu'il y a 3 ans, ceux qui étaient là s'en souviennent, à Ulek, c'est quand même à 45 minutes de route d'ici. Le dernier jour, on avait le bonnet enfoncé jusqu'aux oreilles pour le dernier tour sous une pluie glaciale. C'était il y a 3 ans. Et là, aujourd'hui, on est dans des températures qui oscillent entre 24 et 28 degrés au soleil en fin d'après-midi. Donc voilà, c'est des conditions de jeu qui vont être vraiment très particulières cette année. C'est un Open comme on n'en a peut-être jamais vu, avec pas une goutte de pluie annoncée et un grand ciel bleu pétard. Et effectivement, évidemment, des conditions de jeu très particulières avec un sol dur comme de la pierre, comme du bitume. Ça va rouler énormément, ça va être des rebonds un peu aléatoires et ça va du coup rendre le jeu assez excitant et assez marrant. On va voir des coups de golf assez improbables avec des longueurs, des distances sans doute très impressionnantes. Bon, après ce joli point météo, Romain, évidemment, on a envie de tout savoir sur ton joueur préféré, Rory McIlroy, qui a encore régalé en conférence de presse apparemment. Il a parlé de plein de choses, notamment que les majeurs ne duraient pas assez longtemps dans la saison. Il a bien raison. Ouais, enfin, c'est la saison des majeurs qui trouve raccourci, mais moi je suis tout à fait d'accord avec lui. À chaque fois qu'on arrive au British, on a ce sentiment que voilà, la saison des majeurs est déjà terminée, elle a à peine commencé. Cet enchaînement de 4 majeurs en 4 mois fait vraiment, je trouve, pas du mal au golf, mais en tout cas, on aimerait que ce soit moins resserré, qu'il y ait un étalement de ces rendez-vous d'exception plus lent, plus long sur la saison, un peu comme le tennis. Le tennis, ça commence en janvier avec l'Open d'Australie, ça se finit en septembre avec l'US Open. Même si le Roland Garros et Wimbledon sont un peu rapprochés, qu'il y a 3 semaines d'écart entre les deux, il y a quand même une saison de majeur qui est plus longue. Là, vraiment, ça ressemble beaucoup à un sprint. Et on est à peine sorti d'un majeur qu'on enchaîne dans un autre. Et c'est le cas pour les joueurs, c'est le cas pour les suiveurs. Et du coup, forcément, quand on va sortir de The Open lundi, il faudra attendre 8 mois et demi avant le prochain à Augusta. Donc ça fait vraiment... je comprends son désagrément par rapport à ça. Malheureusement, on n'y peut rien. Ce sont les hasards, enfin, c'est pas les hasards, c'est les impondérables d'un calendrier très complexe à monter dans le golf. On va pas rentrer dans les détails, mais avec tous ces circuits, c'est vrai que c'est compliqué de trouver une harmonie et d'étaler davantage la saison de majeur. Après, il a été très brillant en conf, mais il n'y a pas que lui qui a été brillant en conf. Moi, je suis vraiment bluffé par la capacité des golfeurs à réfléchir sur tous les sujets. On leur pose parfois des questions, pas à nous, mais enfin, certains journalistes américains qui sont un peu hors sol. Et ils ont toujours des réponses intéressantes. Comme quoi, par exemple, Rory, sur la mort notamment. Bah oui, sur la mort, quelle trace voulez-vous laisser? On lui a demandé quelle trace pensez-vous que vous allez laisser après votre mort dans 100 ans. Rory. Voilà, la question a été posée à McIlroy. Ouais. Et il a Donc, répondu. il a répondu, mais je m'en fous, je serais 20 pieds sous terre, ça m'intéresse pas de savoir ce qui restera après moi. Voilà, mais il l'a fait de manière très détaillée, quoi. Il n'a pas pris du tout ça par-dessus la jambe. Les questions, donc je parlais de Rory, mais il n'y a pas que lui. Je pense que Scheffler
fait des conférences de presse de plus en plus riches, de plus en plus dans l'introspection de ce qu'il ressent. On se souvient que la conférence de presse qu'il avait donnée l'an dernier ici, enfin pas ici, à Portrush, avant The Open, elle était pleine de révélations sur son état d'esprit quand il gagnait. Il disait même, à quoi ressemble ma vie? Est-ce qu'elle est vraiment intéressante de gagner? C'est génial, j'ai du plaisir pendant 2 minutes et après, il n'y a plus rien, il faut passer à autre chose et un autre événement, un autre tournoi. Et finalement, est-ce que ça a un sens tout ça? Il était très, très imprégné de ses doutes. Et aujourd'hui encore, hier encore, il a fait une conférence de presse très riche. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est vraiment. On comprend pourquoi il donne moins d'interviews, d'entretiens individuels, parce que en fait, dans ces conférences de presse, il y a plus que juste répondre à des questions. Je pense que c'est aussi un moyen pour eux, et pas seulement Scheffler, Ram, c'est pareil, etc. C'est un moyen pour eux voilà, de vider, de débriefer. Une séance de psy, quoi. Parfois même, ça ressemble même parfois à des séances de psychothérapie, franchement. Hein, c'est assez fort et ça les rend assez uniques parce que pour avoir et continuer à fréquenter le milieu du tennis, les conférences de presse de tennis, c'est pas du tout aussi riche et c'est pas du tout aussi enrichissant pour ceux qui les écoutent. Benjamin. Ouais, Romain, c'est intéressant ce que tu racontes, puisque à Evian, qui vient de le tournoi féminin qui vient de s'achever, c'était Guillaume Dufy qui était. Et samedi, Nastasia Nadeau n'a pas parlé à la presse écrite. Elle a rapidement fait Canal+, puis elle a zappé complètement donc la presse écrite française notamment. Et Guillaume Dufy disait... Nelly Corda aussi n'avait pas répondu après son premier tour. Là, ça tombe sur Nastasia Nadeau, mais qu'on adore. Hein. Juste pour rebondir sur Romain, et Guillaume Dufy disait, c'est dommage que Nastasia Nadeau ne serve pas notamment de cette mini-conf de presse avec 3 journalistes à tout casser pour vider son sac et peut-être s'aider à passer à autre chose. Voilà, Romain, c'était juste pour... Un peu une séance de psy, finalement. Voilà. Oui, après, juste pour finir là-dessus, parce que c'est pas non plus l'enjeu du tournoi, mais c'est quand même intéressant. Je pense que ça dépend vraiment des personnalités et des caractères de chacun. Aujourd'hui, avec Lionel Vella, mon confrère de Golf Planet, on a eu une discussion très intéressante avec Martin Couvrat, à qui on a forcément posé des questions sur sa saison, qui n'est pas aussi satisfaisante qu'il l'espérait, en tout cas que celle de l'an dernier. Et il s'est montré extrêmement précis dans ses réponses. Il n'a pas fui les questions, même des questions qui sont un peu dérangeantes, hein, quand on lui demande quelle note tu te donnerais sur ta saison depuis le 1er janvier. Il se donne entre 6 et 7. Il est conscient que les résultats ne suivent pas, mais en même temps, il a cette persuasion, cette confiance dans le fait que son jeu est meilleur qu'il ne l'était l'an dernier et que ça ne score pas et qu'il ne faut pas s'attacher trop aux résultats. Il n'y a pas que ça qui compte, il y a aussi les sensations, il y a aussi les statistiques qui lui sont favorables, il les a étudiées avec son équipe, et le fait que voilà, on peut très bien jouer au golf et ne pas avoir de bons résultats, et avoir une semaine moyenne et avoir un très bon résultat. C'est tout l'intérêt de ce sport qui est quand même aussi aléatoire. Et d'ailleurs, je lui ai demandé de commenter pour mon papier de demain qui est consacré à Scottie Scheffler. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait du fait que Scheffler ne gagne plus de tournois depuis début janvier, et comment il expliquait ça, alors qu'il est numéro 1 mondial de manière écrasante, qui domine le golf en termes de points au classement, au ranking. C'est énorme. J'ai calculé, il a autant de points d'avance sur Rory McIlroy que Rory n'en a sur Patrick Cantlay, qui est 38e mondial. C'est vous dire à quel point il domine la chose. Bref, parenthèse refermée. Et Couvra m'a dit, mais en fait, trop de proportions gardées, il ne voulait pas se comparer à Scottie Scheffler, bien évidemment. Mais il disait, mais il est un peu dans cette logique-là, ou dans cette illogique-là, du fait qu'il fait une bonne semaine, mais il y a un joueur qui fait une semaine exceptionnelle et qui lui coupe la chic pour prendre la première place, et il se retrouve deuxième. Il a été 4 fois deuxième cette saison, Scheffler. Et ça, en fait, c'est ça le golf. On peut très bien jouer, être très bon, mais il suffit qu'il y en ait un qui soit en surchauffe, un seul sur 156, et c'est fini. Et on n'a pas la coupe au bout. Et évidemment,
on gagne beaucoup moins au golf qu'on ne perd. On perd quasiment toutes les semaines au golf. C'est le cas du numéro 1 mondial. Depuis le début de la saison, il a joué 15 tournois, il a perdu 14 fois. Perdu parce qu'il n'a pas gagné. Mais il a fait 9 top 15 ou quelque chose comme ça. Non, 9 top 5, pardon, sur 15 tournois. Voilà. Parenthèse refermée, c'était pour vous dire à quel point c'est intéressant de discuter avec les golfeurs. En fait, le sport professionnel, j'allais dire le golf professionnel, mais tout le sport professionnel, c'est beaucoup plus comment que combien. Presque, si on regarde un peu, Romain, c'est ça que tu nous expliques. Mais surtout en golf, en plus. Alors qu'on nous répète toujours sur les parcours, c'est pas comment, c'est combien. Ah oui, c'est l'inverse du coup. Ouais, c'est presque l'inverse, le golf pro dans la mentalité. Ça devient philosophique cette discussion. Hein. Moi, Romain, j'aimerais bien que tu me parles d'un joueur qui est un peu l'attraction côté français, c'est Lev Greenberg, parce que Lev Greenberg a disputé ce amateur, 17 ans, 18. 18. Premier majeur. Il aura 19 ans en novembre. Premier majeur, il est là avec évidemment toute son équipe. Je crois que Kenny Lesager est aussi dans les parages. Il est reparti, Kenny Lesager, parce qu'il est allé accompagner d'autres jeunes aux États-Unis sur un championnat amateur. Donc maintenant, il est laissé un peu à son. Comment ? Le western amateur, pardon Romain. Ouais, c'est ça. Comment dirais-je, Lev Greenberg est seul avec son père et son caddie. Maintenant, il va de manière autonome se débrouiller tout seul sur ce majeur. Il n'y a pas de raison qu'il soit cornaqué comme ça. Et c'est aussi un apprentissage. Je pense que Kenny Lesager a fait l'essentiel du boulot dans les recos en l'accompagnant dans ses parties d'entraînement qui ont été des parties d'entraînement ultra luxe entre Brooks Koepka et Victor Pérez hier. Avant ça, il a joué avec Alexis Patrick. Donc, ça y est, il plongeait immergé dans le milieu. Et moi, j'ai trouvé, et Lionel Vela avec moi aussi, on l'a trouvé d'une maturité et d'une décontraction presque nonchalante qui fait plaisir à voir. C'est-à-dire que, évidemment qu'il est investi dans son projet et il n'est pas là en touriste et il a des ambitions, mais il ne se laisse pas bouffer par l'événement, le décor, cette grande scène qu'est le British Open. Il est conscient que c'est un truc exceptionnel, qu'il a une chance inouïe à 18 ans de jouer son premier majeur ici à Birkdale dans The Open, mais il ne se laisse pas griser par la chose, il ne veut pas être spectateur de l'événement, il veut être acteur. Et il sait précisément tout ce qu'il doit mettre en place, ses routines, comment revenir dans le jeu dès qu'il s'en écartera, parce qu'il y a des moments où il va s'en écarter, il y a des moments où des fourbons vont le frustrer, il y a des moments où sa balle va rouler dans le bunker alors qu'il ne s'y attendait pas. Il est préparé à ça. Et la manière dont il en parle est très rassurante sur le côté maturité d'un gamin de 18 ans seulement, qui n'en finit pas de nous surprendre. Hein. Je rappelle quand même, premier cut passé à 15 ans dès sa première invitation au Soudal Open à Anvers en 2022. 2 ans après, il est à l'Open de France à 16 ans. Il se classe 17e le vendredi soir, à un coup d'avance devant Victor Pérez, et il finit 37e du tournoi. Même si c'était chez lui, sur le parcours du Golf National, sur l'Albatros, chez lui, entre guillemets, là où il s'entraîne beaucoup avec le centre de performance du Golf National, c'était quand même une sacrée performance. Donc voilà, on est très impatient de le voir maintenant dans une configuration totalement différente de ses dernières sorties, de ses rares sorties sur le DP World Tour. Évidemment, là, on passe à une classe au-dessus et il pourrait très bien, très logiquement exploser. Mais la manière dont il aborde cette chose-là, cet énorme événement pour lui et pour n'importe quel golfeur est plutôt rassurante en tout cas, et elle fait plaisir à voir. Maintenant, il faut qu'il joue et qu'il donne à voir son talent, qui a étonné d'ailleurs Victor Pérez, hein, qui l'a accompagné. Et Victor me disait qu'il était bluffé par sa frappe de balle. Il m'a dit, ouais, déjà, il a déjà tout, la frappe de balle. Et il m'a dit à la fin, moi, à 18 ans, j'étais très loin de jouer un premier Open. Donc voilà, il y a une curiosité sur Lev Greenberg, évidemment. On va le suivre avec attention parce que c'est déjà un personnage du golf français, comme tu disais tout à l'heure, Ben. Voilà, on est impatient de le voir. Et il peut incroyablement bien, ce qui pourrait, entre guillemets, en exagérant un peu, changer dans l'univers du golf français avec beaucoup de très belles frappes de balles et tout, du tee au green. Mais là, sur les greens, Lev Greenberg, s'il ne se fait pas ronger ça aux USA, et je ne pense pas que ce sera le cas quand il fera ses 4 ans de fac, ça peut vraiment donner parce qu'il putt vraiment bien. Merci beaucoup, Romain. En tout cas, juste, je précise, ouais, c'est quand même une curiosité et il y a un enthousiasme autour de Lev Greenberg parce que
On va pas se le cacher, la saison des golfeurs français est très décevante. On a 0 victoire depuis Adrien Sadier à l'Open d'Italie en juin l'année dernière. Les classements de la race sont très bas. À part Julien Guerrier qui est dans le top 20, derrière c'est autour de la 45e, 50e. Voilà, ça fait pas lever les foules. Donc voilà, on mise beaucoup sur évidemment la réussite des 5 autres golfeurs français, mais sur cette curiosité autour de Lefkenberg qu'on ne manquera pas de suivre dans nos colonnes, en tout cas de l'équipe et du journal du golf. Merci beaucoup Romain. On vous retrouve évidemment vendredi pour la fan zone. Vendredi. Tu me vous vois maintenant. Ouais, je te vous vois. Je te respecte maintenant. Merci beaucoup. C'est l'effet Bob. Évidemment, journée interminable jeudi, vendredi. On sera avec plaisir avec toi dans la soirée. Merci beaucoup Romain. Remets le Bob. Bye. Voilà, messieurs, avant de se quitter, évidemment, on vous rappelle que vous pouvez gagner le Wedge Opus SP de chez Callaway, stampé Antoine Rosner. Voilà, il est magnifique. Et aussi, évidemment, cette magnifique boîte de balles de Chrome Tour Major Series. Si vous voulez jouer, scannez le QR code. Et laissez-vous guider par toutes les informations. Ouais, Benjamin. Juste un petit mot pour soutien au golf de Fontainebleau, oui. Soutien aussi aux pompiers qui essayent d'éteindre un feu qui a tendance à repartir. Il y a déjà eu quelques petits dégâts sur l'un des plus beaux golfs au monde, en tout cas l'un des plus beaux golfs d'Europe et donc au monde. Donc vraiment soutien aux membres, soutien au parcours, soutien aux pompiers. Voilà, merci beaucoup messieurs, merci Sébastien. On te retrouve vendredi, fidèle au poste pour raconter, pour débriefer le deuxième tour. Voilà, merci Benjamin, merci à Hugo à la réalisation. En tout cas, bon British Open à tous et on se retrouve vendredi. C'était votre programme proposé par Callaway Golf.